bienvenue à ce live pour la discussion de la reprise de la discussion suite au visionnement du film Marcher sur l'eau qui a eu lieu vendredi dernier dans le cadre du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. On a eu la chance de visionner un documentaire de Aïcha Manga sur la situation de Tatis au Niger. On est accompagné aujourd'hui de notre invitée Catherine Vien. Je vais prendre le temps de vous la présenter. Elle est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal, spécialiste de l'Inde et en politique de l'environnement, directrice régionale pour le Québec de la Fondation Louveau. Elle est aussi chargée de cours au Centre universitaire de la formation en environnement et en développement durable de l'Université de Sherbrooke, avec des champs d'études particuliers dont féminisme et fédéralisme, conflits socio-économiques en Inde, études critiques du développement, politique comparée dans le Sud global et écologie politique décoloniale. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Myriam, merci de l'invitation et de la présentation. C'est toujours complexe de donner tout ça. Donc... Oui, bien, on voit que c'est vraiment intéressant que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. J'aimerais savoir, là, à la suite de ton visionnement de m'avoir invité. J'aurais aimé être avec vous en présence. Comme Myriam l'a mentionné, parce que je trouve que c'est super important dans le cadre de la discussion qu'on va avoir. Donc, c'est ça, je me spécialise en politique d'environnement, les questions socio-écologiques en Inde, donc beaucoup les conflits liés aux ressources naturelles. Mais je suis aussi, comme on peut le voir assez facilement, une femme blanche du Nord. Donc, je pense que c'est un peu la première réaction que j'ai eue à l'écoute de ce documentaire-là, c'est comment moi, dans ma position, en tant que chercheur, mais en tant qu'aussi justement femme blanche du Nord, quel regard je peux poser sur un tel documentaire. Bon, d'abord, je ne suis pas spécialiste des documentaires en général. Je ne suis pas une spécialiste du Niger non plus. C'est un peu là que je veux vous amener peut-être dans la discussion aujourd'hui, c'est de comment on peut sortir de tel documentaire ou plutôt comment on peut l'aborder. Donc, on aurait quasiment pu avoir la discussion avant le documentaire. Donc, quelle lentille, quel outil qu'on peut avoir avant d'écouter un documentaire qui porte sur une autre région du monde, un autre pays, d'autres réalités, des gens, des vies. Donc, c'est vraiment des vies humaines, c'est des personnes qui vivent des réalités. Donc, comment qu'on peut se positionner face à ça. Donc, ma première réaction, c'était vraiment ça. C'est un documentaire qui est magnifique, qui est vraiment bien fait, mais comment que moi, en tant que femme d'ici, je peux me positionner. Et moi, je me spécialise beaucoup aussi en écologie politique féministe, donc je m'intéresse beaucoup à la question des émotions, les rapports genrés, mais aussi les relations entre la nature puis les communautés, comment que tout ça, les relations en fait donc, comment les relations nature-société viennent structurer un peu tout ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça dans mes premières réactions, si on peut, face au documentaire. Après ça, il y a plein d'aspects plus précis là, qu'on pourra revenir. Mais... Ah, super. Donc, avoir vraiment une espèce de regard extérieur général de la situation et pas juste centré sur la situation Tatis. Oui, bien plus peut-être aussi en tant que de vraiment prendre connaissance de notre position. Puis ça, je vais revenir avec les autres questions et les autres éléments qu'on va aborder, mais vraiment, de faire attention à ce biais-là quand on regarde un documentaire, puis de ne pas aller non plus, de faire attention de ne pas perpétuer une image de misère ou quoi que ce soit, juste de dire, bien, OK, comment que nous, dans notre position, face à tout ça, puis face aux inégalités structurelles, puis en tout cas, puis on va revenir dans les prochaines questions, mais vraiment, comment qu'on peut se positionner. Puis c'est pour ça que je veux faire attention, puis c'est super important pour moi de le dire au départ. Je ne suis pas nigérienne, je ne suis jamais allée au Niger. Donc, c'est vraiment important de regarder ça, puis de faire OK, c'est quoi mes appréhensions, puis comment que j'aborde les questionnements. Puis c'est pour ça que, à défaut d'aller vraiment concrètement sur le documentaire, puis le contexte plus précis, c'est de dire, qu'est-ce que ça nous apporte comme réflexion plus globale sur les changements climatiques, puis les inégalités, etc. Donc, voilà.
En parlant d'inégalité et tous ces genres de choses-là, dans le fond, j'aimerais ça, si tu peux nous parler, parce qu'on voit que l'accès à l'eau a un impact direct sur les conditions de vie, l'hygiène, l'accessibilité à l'éducation, puis ça va créer un peu un fossé là, dans les inégalités. Pouvez-vous nous en dire davantage par rapport aux impacts en fait, de l'environnement et des changements climatiques sur les conditions de vie des gens, puis la santé, l'égalité de genre, l'éducation? Mhm. Oui, ben en fait, c'est une bonne question. Puis, tu sais, je pense que, bon, au niveau de la santé, l'hygiène, tu sais, tout ça, je pense que c'est assez d'une évidence. Tu sais, je veux dire, l'eau, c'est une ressource nécessaire à la vie humaine, puis à toutes les vies, aux écosystèmes. Donc, ça, c'est un premier aspect. Je pense que où est-ce qu'il faut amener notre regard, c'est vraiment au niveau de comment les changements climatiques participent à l'accroissement des vulnérabilités, exacerbent les inégalités, puis comment que certaines communautés, certaines personnes vont vivre une accumulation de ces facteurs de vulnérabilité-là. Et lorsque je parle de ça, donc oui, ça fait référence à des communautés dans les pays des Sud, mais aussi dans les pays au Nord. Donc, comment que justement, en contexte de changement climatique, ce n'est plus une question qui doit être prise puis même la question environnementale comme une dimension à part entière, mais qui est intrinsèquement liée à toutes les questions de justice et d'inégalité parce qu'il y a des communautés qui, de par leur position géographique, de par leur marginalisation dans le système mondial, vivent beaucoup plus drastiquement les impacts des changements climatiques. Puis, tu sais, donc, c'est un peu, je pense que c'est le premier élément qui est super important. Puis, au niveau de la question de l'eau, je pense que le documentaire nous amenait beaucoup à voir comment que la question de l'eau est finalement très structurante. Donc, ce n'est plus... puis un des éléments qui m'a marqué, hein, c'est quand que dans le début du documentaire, où est-ce il y avait une rencontre avec le conseil de village, puis que donc on parlait d'éducation, on faisait la promotion de l'importance de l'éducation, alors que les femmes, les hommes, les personnes de la communauté disaient, ben nous, on veut de l'eau, on veut un accès à l'eau. Donc là, on voyait que comment que, en fait, l'accès à l'eau devient extrêmement structurant pour leurs conditions de vie en général. Puis et là, ça nous amène en fait à un autre point de l'importance d'écouter des voix des Suds, puis de dire, de ne pas arriver avec des appréhensions. Puis c'est un peu ça qui a été, on voyait quasiment dans le documentaire, quand il parle, son gros discours sur l'éducation, alors que justement, les communautés disaient, les femmes, les hommes disaient, ben non, nous, on veut de l'eau, donc, OK, c'est ce besoin-là qui doit être prioritaire finalement. Donc, comment qu'on peut écouter les voix des personnes des Suds, puis partir de là, pour construire. Donc, puis ça l'amène, bon, ça l'emboîte sur toutes les autres questions là, par rapport aux questions dans le Sud et tout ça. Donc, tu sais, je pense que quand on dit, ben, c'est quoi l'impact des changements climatiques dans toutes ces dimensions-là? Bien, c'est de dire, ben, c'est à l'intersection de plusieurs autres enjeux, ça l'exacerbe les inégalités, ça participe ça l'accroît en fait les facteurs de vulnérabilité pour certaines communautés. Et c'est pour ça que un des aspects qui est super central, c'est comment que finalement, quand on veut répondre à la crise climatique, aux questions environnementales, bien, il faut absolument se questionner selon moi et selon plusieurs chercheurs, les approches que je mobilise aux questions de justice climatique, justice sociale, etc. Dans ce que tu nommes, ce que j'en comprends, c'est un peu comme, je vais faire un référent avec la pyramide de Maslow, tu sais, la population elle disait, ben, il y avait le discours de l'éducation, oui, mais on a besoin d'eau, on a besoin de répondre à nos besoins de base avant de monter plus haut, d'aller vers le fleurissement des jeunes, puis l'éducation, puis tout ça, mais que la base n'était pas tout à fait consolidée encore par le manque d'eau, dans le fond. C'est ce que j'en comprends. Oui, mais c'est aussi de comment que, encore une fois, ça revient tout le temps à comment on comprend la problématique, ouais. Notre regard du Nord vers cette réalité-là, puis de ne pas imposer des besoins, donc de vraiment partir des besoins, puis des voix des communautés pour comprendre c'est quoi leurs besoins réels, puis éviter qu'on impose en fait nos voix sur celle-ci. Donc, c'est pour ça que quand je dis que j'essaie de sortir un peu du cas du Niger, puis de voir les réflexions plus générales que ça nous amène, bien, c'est un des aspects. Mm-hmm. D'écouter ce qu'eux ont besoin puis ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Au lieu de leur imposer. En début de cette explication-là de questions, tu as parlé en fait de comment que les changements climatiques exacerbaient en fait les inégalités et tout ça. On entend souvent dire que les changements climatiques vont affecter justement les populations plus vulnérables en premier, dont les populations des pays des Sud là, majoritairement.
pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce phénomène-là, dans le fond, qu'est-ce qui amène ça? Oui, ça, c'est super intéressant. Puis, tu sais, j'avais hâte qu'on arrive un peu à cette question-là parce qu'elle était assez centrale, en fait, dans toute la réflexion. Moi, ce que j'enseigne beaucoup dans mes cours, tu sais, c'est l'importance, en fait, des études critiques du développement pour comprendre les enjeux climatiques puis tous les enjeux liés à l'environnement. Pourquoi le développement? Parce que, tu sais, on se rappelle hein, qu'une des solutions qu'on donne beaucoup dans les pays du Nord à la crise climatique, crise environnementale, c'est la question du développement durable. T'sais, on va dire il faut comme se développer de façon durable. C'est ce qui est mis en œuvre dans les plans d'urbanisme des villes, c'est ce qui est mis en œuvre dans les grandes conventions. Donc, on parle vraiment du développement. T'sais. Mais la question du développement durable ou même du développement avant ça. Donc, tu sais, quand on parle à la machine du développement qui a été mise beaucoup en place dans les années 60-70, tu sais, c'est en fait des communautés, c'est le Nord qui a, après la colonisation de beaucoup de pays, dit ben, on va participer à leur développement et on a imposé donc avec une vision occidentale, une vision très justement occidentale et même capitaliste puis, du développement. Puis on a créé en fait une dépendance beaucoup des pays des Sud, donc après la colonisation, envers les pays des Nord. Donc, par exemple, on va souvent parler donc, dans les études sur le développement de toute la théorie de Rostow, qui est une théorie qui disait, ben voici comment que les communautés, comment que les pays des Sud peuvent arriver à un développement, à un progrès. Donc, on a dit, ben, pour arriver à ce progrès-là, il faut suivre des étapes et c'est ces étapes-là qu'on va suivre et c'est ce qu'on a appelé le développement. T'sais. Et là, ça s'inscrit, et c'est dans tout ce contexte-là hein, qu'on a commencé à appeler les pays des Sud. Donc, cette catégorisation-là, super victimisante, mais aussi négative des pays des Sud, qui enlève finalement toute une agentivité, puis qui met le Sud comme étant un bloc monolithique qui est stagné depuis 60 ans, donc qui sont sous-développés. Et donc, il y a toute cette logique-là du développement. Et dans ces années-là, hein, donc 60, 70, 80, il y a tous les mouvements de mondialisation où est-ce on a favorisé, finalement, on a continué à exploiter les pays du Sud pour notre propre développement. Et c'est comme ça, puis c'est un peu ça l'enjeu avec toute la question du développement, c'est que dans les années 60, 70, après la colonisation, comme je l'ai mentionné, qu'on a dit, bon, on va participer au développement des pays des Sud, mais on a un peu oublié que ce développement-là, cette conception du développement du Nord, bien, c'est basé beaucoup sur l'exploitation des pays des Sud. Puis quand je dis pays Sud, mais ça implique aussi les communautés autochtones, les nations autochtones dans le contexte canadien. Hein. Donc, le développement qu'on connaît au Nord, c'est un développement qui est basé beaucoup sur l'exploitation des pays des Sud, de plusieurs communautés. Et donc, dans tout ce contexte-là, et je pense que l'ouvrage de Maïka Sandarji, que tu connais peut-être, là, qui s'appelle Perdre le Sud, elle explique très bien comment on est dans ce monde mondialisé-là, comment il y a des communautés finalement qui sont ultra dépendantes et qu'on continue, nous, au Nord, d'exploiter beaucoup les pays des Sud, justement nos téléphones qui viennent. Donc, toute cette chaîne-là de comment qu'on vit au Nord, bien, ça vient tout de cette exploitation-là. Et donc, quand on parle de changement climatique, ça fait. Et pourquoi que ce sont les pays des Sud qui en vivent le plus? Bien oui, il y a une question géographique, une question du climat, assurément, mais il y a cette question-là que. On va souvent parler du concept de Sud global, justement pour dire que dans les pays du Sud, qui sont globalisés, qui font partie de la mondialisation, qui ne sont plus, c'est pas des pays sous-développés, ils sont dans toute cette machine-là, ben oui, il y a des états de difficulté comme un manque d'accès à de l'eau potable, manque à des services de base, mais ils sont aussi, on perpétue finalement leur dépendance, au pays du Nord, on continue de les exploiter, puis ça, bien, dans le contexte de la crise climatique, bien, ça permet ça fait que ça l'exacerbe ces inégalités-là, cette vulnérabilité-là qui est perpétuée dans tout ce système mondial-là. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être complexe avec tous les, les termes et tout ça, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est que quand on parle de la crise climatique, puis qu'on parle d'enjeux d'accès à l'eau, tout ça, il faut tout le temps avoir un aspect global, puis sortir des frontières étatiques. Donc, on pense beaucoup à la crise climatique d'un point de vue très Québec,
national, qu'est-ce qu'on fait au sein de nos frontières, mais tout ce qu'on fait ici a des impacts ailleurs. Et dans ce cadre-là d'exploitation qui est perpétué, bien, ça fait que on continue en fait de mettre le poids sur certains pays qui sont moins écoutés, des communautés qui ne sont pas écoutées à l'échelle internationale. Donc, ça revient aussi au point que je mentionnais tantôt au niveau des voix qu'il faut écouter. Donc, c'est toute cette machine-là qui fait qu'effectivement, ce sont donc les pays qui sont les plus vulnérabilisés dans le système mondial qui vivent encore plus les effets des changements climatiques en raison de cette vulnérabilité-là qui continue, qui perpétue, même dans les solutions qu'on trouve à la crise climatique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un gros cercle vicieux, en fait, de dépendance qui est créé, mais par de l'exploitation, puis qui va être difficile de s'en sortir. Oui, mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est vraiment, encore une fois, comment que nous, quand on voit la crise climatique, de comprendre, oui, nos effets ici, maintenant, mais ce que ça fait ailleurs, puis que ça, ben, c'est le résultat, en fait, de nos modes de vie ici, puis de comment on s'est développé ici, de notre conception du développement, puis du fait que les pays du Nord ont plus de voix, finalement, que les pays des Sud. Donc, tout ça mis ensemble, bien, ça fait en sorte que oui, c'est sûr que ce sont ces communautés-là qui vivent plus les changements climatiques. Après ça, comme je dis, il y a la question géographique. Les petites îles, assurément, qui sont beaucoup plus vulnérables en raison de l'augmentation de l'eau, mais leur capacité à répondre à la crise climatique est affectée par cette vulnérabilité-là. Et là, bon, on pourrait continuer longtemps là, sur l'égalité. Mais c'est super intéressant. Puis en fait, je vais partir de l'exemple du documentaire. Là, on a remarqué à un moment donné que les femmes se sont unies puis ils ont dit, ben nous, notre besoin, c'est ça. Puis ils ont pris parole à la rencontre la réunion au village, puis par la suite, c'est même une femme qui a poussé plus loin la démarche pour être sûr que le forage ait lieu. Donc, le rôle et la place de la femme dans les initiatives de protection de l'environnement, quelle est sa place dans le fond et comment est-ce que, justement, dans toute une approche un peu féministe et tout ça, comment est-ce que la femme peut prendre sa place et l'importance, en fait, de la voix de la femme dans les changements climatiques, la crise de l'environnement? Oui, donc, ben c'est ça. Dans tout ce contexte-là que je viens de présenter, les femmes se retrouvent beaucoup plus vulnérabilisées dans ce contexte-là de crise climatique. Et ça revient à tout ce qu'on disait, donc l'exacerbation des inégalités, l'accroissement des facteurs de vulnérabilité. Et les femmes, l'affaire, c'est que dans plusieurs pays du monde, puis même on pourrait se ramener ici au Québec, mais dans plusieurs pays, il y a beaucoup, dans le fond, tout le travail genré, donc la division du travail. Donc, le fait que les femmes, ce sont elles qui doivent, par exemple, ça c'est un classique qu'on connaît souvent, puis on l'a vu dans le documentaire, ce sont elles qui s'occupent des enfants, donc qui doivent aller chercher de l'eau. Donc, veut pas, tout ce lorsqu'il y a des enjeux de changement climatique, ben, ça les impacte elles. Donc, par exemple, en Inde, un des enjeux qui est récurrent, c'est le fait qu'en raison de la sécheresse, ben, de plus en plus, c'est plus long, ça l'éloigne en fait la ressource d'eau. Donc, les femmes doivent marcher plus de distance pour aller chercher de l'eau. Donc, ça prend plus de temps. Et bon, ça a un impact, par exemple, sur les enfants, les jeunes filles, leur éducation, parce que si on a le choix entre le jeune garçon ou la jeune fille pour aller pour la retirer de l'école pour justement aider, ben, ça va être en raison de la division genrée du travail, ça va être les jeunes filles. Donc, tu sais, il y a toute cette... je pense que ça, c'est des exemples classiques qui sont connus, mais c'est surtout, ça permet quand même juste d'illustrer que la relation de la division comme genrée du travail fait que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus impactées par ça. Et dans le documentaire, un autre aspect que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant puis qui était très concret puis que c'est vraiment un exemple, un bon exemple puis c'était vraiment intéressant justement d'écouter les voix des femmes dans ce contexte-là, c'est le fait d'aller chercher à une longue distance l'eau ou des ressources, ben, ça augmentait leur vulnérabilité face à la violence sexuelle. Donc, on voyait comme vraiment
on en voit là, comment que ça crée une accumulation des facteurs de vulnérabilité parce que là, elles sont vulnérables, celles qui doivent le plus marcher, mais elles sont encore plus vulnérables à l'enjeu de la violence sexuelle. Par contre, dans ce contexte-là, puis ça revient encore une fois à l'idée d'écouter les voix des Suds, puis Exact, d'écouter c'est ça les que voix j'allais dire. des femmes. L'importance, en raison de ce travail-là, ben, c'est certain qu'on parle de beaucoup de savoir situé des femmes qui, en raison de leur position, de leur positionnalité, de ce qu'elles font, ben, détiennent énormément de savoir. Donc, et de connaissances face à comment justement gérer les ressources d'une façon qui n'est pas occidentale ou imposée par l'extérieur, mais qui est extrêmement riche et qui mérite d'être valorisée. L'enjeu, donc quand on parle de l'importance des savoirs des femmes dans la lutte au changement climatique, par exemple, l'enjeu, le revers un peu de ça, il faut faire très attention, je pense que dans les programmes d'aide internationale, c'est assez central, c'est justement de ne pas transposer la pression sur les femmes, parce que c'est un peu ça qu'on a vu dans les années 90, quand on a parlé d'empowerment à l'échelle globale avec la Banque mondiale, etc., qu'on a dit « Ah, il faut valoriser, il faut valoriser les femmes, sont centrales pour le développement, pour la lutte au changement climatique, etc. » Et donc là, finalement, on investit dans les femmes, mais on transfère aussi beaucoup le pouvoir, pas le pouvoir, mais la pression. Donc, de nouvelles responsabilités, finalement, en leur disant, bien, vous êtes central dans cette lutte-là, puis pour promouvoir le développement. Donc, on va axer sur vous, mais finalement, on finit par mettre encore plus de responsabilités et de poids. Donc, ça, c'est comme un peu le revers qu'il faut vraiment faire attention. Donc, comment qu'on peut participer à comme accompagner vers une plus grande peut-être prise de pouvoir, laisser plus d'espace pour écouter leurs voix, justement partir de leurs connaissances pour construire par la suite, mais ne pas dire ben vous êtes la solution parce que ça participe à poser la responsabilité, dans le fond, vraiment porter la responsabilité sur les femmes. Donc, c'est un peu, je pense que c'est intéressant cette interaction-là. Là, ouais. Super, merci. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Catherine, pour ces interventions. Puis là, on parle justement de moyens, de ne pas mettre la pression sur les femmes, puis tout ça. Des fois, on peut, on regarde le documentaire, on sait que ça existe, on en voit plein d'autres, on voit passer plein de choses dans les médias, puis tout ça. Ça peut nous paraître loin de nous. Puis parfois, cette distance-là, autant culturelle que physique, ça peut soit amener un peu une négation, ça n'existe pas, on fait un peu du déni ou aussi un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ici, dans mon pays, au Canada, pour changer? Comment est-ce que comment est-ce que tu décrirais la situation climatique ici au Québec, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyens du monde pour essayer d'aider à la cause des changements climatiques? Quels sont nos moyens? Ben, en fait, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense que justement, c'est le fun parce que chaque question s'emboîte l'une dans l'autre, puis ça me permet de revenir à des éléments que j'ai mentionnés. Justement, notre position, ça revient encore une fois à notre position ici, où est-ce qu'on est situé, nous. Un des aspects que moi, je mets beaucoup de l'avant, c'est de parler de solidarité puis de parler d'empathie. Donc, et pas parler de, justement, de peut-être essayer de défaire nos idées préconçues, de sortir de cette idée-là d'aide, mais plus de solidarité puis d'empathie. Puis ça, je pense que dans notre position au Québec, puis ça revient encore une fois à la question du développement durable, même à l'économie verte, c'est comment qu'on peut décentrer notre regard sur la crise climatique et les solutions qu'on trouve à la crise climatique. Puis des documentaires comme ça nous amène justement à voir d'autres réalités, puis à ne pas porter de jugement sur les réalités, mais comment on peut penser avec les Suds, puis aussi défaire ces frontières-là nationales lorsqu'on développe des solutions à la crise climatique. Puis je vais m'expliquer concrètement.
toute l'architecture internationale de comment on répond à la crise climatique, c'est très basé sur les États-nations, hein, donc avec des frontières étatiques. Qu'est-ce qu'on fait chacun au sein de nos États? Il y a des plans nationaux, puis là, tu sais, quand on parle des COP, là, donc les conférences des parties, qu'il y a à chaque année, les COP, là, comme la dernière qu'il y a eu, la COP 26, c'est des plans nationaux qui sont basés très sur l'État-nation, alors que les changements climatiques, ça défait complètement ces frontières-là. Il n'y a plus de frontières. Mais là, l'affaire, c'est qu'on développe des solutions qui sont très centrées et c'est la question du développement durable. Où est-ce qu'on va, par exemple, le gouvernement du Québec a sorti il n'y a pas si longtemps son plan pour une économie verte. Donc, on est encore dans cette idée-là de croissance un peu infinie, mais verte. Donc, dans le contexte québécois, c'est assez troublant. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces enjeux-là où est-ce qu'on c'est ça, on fait encore la promotion de l'exploitation des ressources naturelles, on fait encore, mais on dit on va le faire de façon verte. Donc, on va favoriser, mais on a plein de mines, en fait, dans le nord du Québec, là, des mines d'or pour la fluctuation boursière. On est vraiment encore dans ce cadre-là, alors que des documentaires comme ça, ou juste de parler de solidarité internationale puis d'empathie, ben, ça nous permettrait peut-être de justement décentrer notre regard puis de nos solutions qui sont très ancrées ici sur notre propre développement, alors qu'on oublie tous les impacts que ça a à travers le monde. Puis c'est pour ça que quand on regarde un documentaire comme ça, bien, on se dit OK, oui, on est impuissant, on ne peut pas faire quelque chose concrètement pour ces communautés-là, mais dans notre façon de comprendre la crise climatique, puis d'aborder l'enjeu environnemental, bien, de décentrer notre regard, puis de parler de solidarité, de voir d'empathie, de dire bien, comment que quotidiennement, on peut penser la crise climatique, la comprendre, puis changer ce cadrage-là, justement, parce que ça a un impact sur qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc, comment que le gouvernement du Québec comprend la crise climatique? Par exemple, lui, il la comprend en une opportunité de développement économique, parce que c'est ce qu'il dit dans ses discours, je les ai étudiés à quelques reprises. Donc, ce cadrage-là, ça a un impact sur les instruments qu'il va développer. Par exemple, on va parler d'un marché du carbone. Donc là, ça devient super concret. Donc, comment on comprend la crise climatique? Qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? Bien là, de décentrer notre regard, de voir d'autres réalités, de voir d'autres contextes, d'autres façons de penser la vie en communauté, bien là, c'est de parler de solidarité, d'empathie, de défaire les frontières, bien là, peut-être que ça pourrait nous aider à avoir d'autres solutions, des solutions différentes, un peu, si on veut, que ce qu'on nous donne là présentement. Fait que si je comprends bien, dans la vision de la crise climatique, ce que tu amènes un peu, c'est de l'humaniser, de ne pas juste rester dans des chiffres ou dans une frontière, mais plutôt de le voir en termes humains au travers le monde. Pour après ça, ben, dans mon petit geste, ben là, je pense plus à dire, ben, j'ai ce geste-là, puis je le fais en empathie, en sachant que si je ne le fais pas, ben, ça a un impact jusqu'à l'autre côté de la planète. C'est un peu ce côté-là. Oui, oui. L'humaniser. Oui, c'est une bonne façon de l'humaniser, mais aussi de l'humaniser, puis je sais pas, ça serait quoi le terme pour au niveau de donner une importance à la nature, puis aux animaux, puis à l'environnement qui nous entoure. Là. Donc, ça va plus loin que juste l'humaniser, mais de voir, d'être conscient de cet écosystème-là dans lequel on vit finalement. Mais oui, l'humaniser, puis l'humaniser vient avec une prise de conscience aussi peut-être de notre position dans tout ça, puis de remettre en question, de questionner nos privilèges, de où est-ce qu'on se situe, puis qu'est-ce qu'on... C'est ça, comment on en bénéficie finalement de ce qui se passe d'ailleurs dans le monde. C'est difficile à dire comme ça, là, mais oui, donc humaniser, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Ouais. Donc, dans le fond, c'est un peu, tu sais, je t'écoute, puis c'est comme si dans ma tête, il y avait des liens un peu avec la tragédie des communs, tu sais, quand tu dis de prendre conscience de nos privilèges, de notre, tu sais, dans toute la roue, tu sais, de l'exploitation, dans la colonisation, puis de toute cette exploitation-là qu'on a fait dans certains pays, les pays plus colonisateurs, puis d'aller chercher plus rapidement que ces pays-là leurs ressources, tu sais, donc d'aller épuiser ailleurs.
ce qui est commun à tout le monde, tu sais, dans un peu, pas d'être avare là, sur les ressources, mais un peu. Je sais pas ce que. Oui, mais c'est ça, c'est tout le temps. Moi ça me fascine quand que des fois, je parle avec des gens qui travaillent autour des questions environnementales ou climatiques. Puis, tu sais, que c'est très justement, tu sais, je dis pas qu'il faut pas agir nous ici. Au contraire, il faut agir nous ici parce qu'on est responsable de tout ça. Mais il faut agir nous ici en prenant tout le temps en compte l'impact ailleurs. Tu sais. Puis là, je peux faire la comparaison avec la COVID-19, la pandémie. Tu sais, je veux dire, on prenait souvent des décisions par rapport à nos propres réalités pour gérer ici, mais ce qui nous permettait de comprendre ce qu'on vivait ici, ben, c'était de regarder ce qui se passait dans d'autres pays pour voir quand ça allait arriver, nous, la vague de COVID. Mais ça, on oubliait de le faire. On ne regardait pas trop ce qui se passe ailleurs, on était très centrés sur ici maintenant. Puis, la crise climatique, c'est ça, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il faut voir l'impact global que ça a. Puis ça, c'est quotidien. Moi, c'est une lutte quotidienne quand par exemple, j'ai des étudiants et étudiantes qui me disent, ben oui, mais le véganisme ou le végétarisme, c'est mieux. Puis, je suis comme, oui, effectivement, bon, après ça, on pourrait aller dans tout un autre débat, là, mais je dirais oui, mais quand on change d'alimentation comme ça, est-ce que, on va aller chercher finalement des produits qui viennent aussi d'ailleurs. Fait que ça se peut que finalement, on ne tue pas d'animaux ici parce que tu ne manges plus d'animaux, mais ça se peut que ça tue des communautés animales ailleurs, des écosystèmes ailleurs, des populations humaines ailleurs, on perpétue l'exploitation ailleurs. Le cas de l'avocat, c'est le meilleur exemple qui est souvent donné de comment que notre consommation en Occident a eu des répercussions meurtrières, vraiment, dans plein de pays des Suds à cause de ça. Mais ça, c'est comme des réflexions que sont quotidiennes, donc dans nos choix de consommation, mais aussi à plus grande, donc individuellement dans nos choix de consommation, mais après ça, dans nos choix de société, dans les choix qu'on fait au niveau des gouvernements qu'on va élire, dans les revendications qu'on fait, les solutions à la crise environnementale qui sont très... Bon, oui, il y a des instruments économiques qui fonctionnent très bien, puis qu'effectivement, ça nous permet de parler dans notre langage, là, donc d'influencer, par exemple, des entreprises, etc. Mais c'est pour ça que la question de justice, moi, je la ramène souvent très centrale à tout ça aussi. Donc voilà, je pourrais continuer à faire longtemps, mais justice humanisée, donc oui. J'en comprends que dans les actions, les gens qui peuvent peut-être dire, se dire, ben, même si je pose un petit geste, ça n'a pas vraiment d'impact, ou dans quelle action est-ce que je peux poser moi pour avoir une espèce de mouvement de solidarité envers la planète. C'est en fait de faire des choix en connaissance de cause, puis d'assumer son choix, mais d'avoir été plus loin dans notre réflexion, un peu comme avec le commerce équitable, si je peux faire un lien un peu avec ça, de prendre le temps de se questionner à mon produit que j'achète ou mon changement que je veux faire dans mon mode de vie, bien, quels seront les impacts ou d'où ça vient, d'où ça part, puis après ça, de faire, bien, j'assume ce choix-là, je le fais, puis d'être juste plus éclairé, en fait, dans nos choix, puis savoir essayer d'avoir une vision un peu plus globale des impacts. Oui, puis d'aller encore plus... ça, c'est un autre aspect, c'est super intéressant que tu mentionnes ça, d'aller plus loin que l'individu aussi, puis de ses choix individuels, parce que ça, c'est l'enjeu de toute la consommation. Hein, est-ce que, bon, il faudrait que je fasse attention à ce que je mange, mais après ça, là, il faut que tu aies les moyens là, pour faire ça, parce que ça coûte cher, là, tout ce qui est commerce équitable et tout ça. Là, donc, il y a plein d'enjeux que ça vient. Donc, comment on peut juste politiser peut-être ces enjeux-là, les rendre tout le temps collectifs. Donc, ces réflexions-là, c'est pas vrai que tout le monde est en position de pouvoir réfléchir sur je fais attention à ce que je mange, puis donc il y a toute la question financière de ta position, de tes capacités socio-économiques, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que c'est par exemple la question de la consommation. Nous, ici, maintenant, ben, c'est pour ça que ça va... oui, il y en a qui peuvent se le permettre de se questionner sur ça, mais c'est comment qu'on peut passer de cette réflexion-là peut-être individuelle à collective, puis éventuellement à demander des changements au niveau de la société, mais de demander une responsabilité de l'État aussi dans ça. C'est pour ça que, puis ça revient, en tout cas, ça revient tout le temps aussi à ce rôle-là, peut-être
des individus versus à l'État. Puis, je pense que ça revient, c'est ça un peu ta question aussi quand on se sent un peu impuissant face à cette crise-là, bien, c'est de dire, bien, justement, la responsabilité n'est pas individuelle, elle est collective, puis elle n'est pas collective égale pour tout le monde. Puis les gouvernements ont beaucoup à faire pour ça, mais comment qu'on peut les amener vers ça? Puis je pense que justement, un des enjeux dans les sociétés néolibérales en ce moment, donc comme au Québec, les politiques sont très axées sur l'individu qui peut, puis que, go, on fait des initiatives citoyennes, c'est bien, mais ça permet souvent, en quelque sorte, un désengagement de l'État, où est-ce qu'il fait comme, il y a plein d'initiatives locales, donc parfait, je vais les financer ici et là, mais j'ai pas l'engagement ne devient pas systémique, puis il n'imbrique pas toutes les parties du système. Mais donc, c'est important de comme individuellement se questionner, mais comment on peut rendre ça tout le temps collectif, le politiser, puis faire des revendications qui impliquent l'État, puis impliquent les entreprises, puis impliquent les acteurs qui ont plus de pouvoir. Donc, tu sais, c'est bon, c'est un gros travail, mais je pense que d'être conscient de ça, mais on se sent peut-être un peu moins puissant, d'être toute seule, puis à dire, ben voyons, qu'est-ce que je peux faire moi? Ben, crème, non. Rendons ça collectif, il faut le politiser, il faut se questionner sur les revendications plus larges qu'on peut faire face à ça. Puis, je pense qu'il y a plein de mouvements au Québec là, qui sont dans ça. Moi, j'aime beaucoup parler de environnement jeunesse. Je trouve que c'est beaucoup ça. C'est plein de jeunes qui, finalement, individuellement, disent qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, là, ils s'assemblent ensemble, puis collectivement, finissent par faire des revendications qui sont plus précises au gouvernement. Donc, on voit un peu ce potentiel-là à ce niveau-là, par exemple. Mm-hmm. Puis en fait, j'ai une question qui me pop là, avec ce que tu parles au niveau de, oui, de rendre ça plus collectif pour que l'État puisse prendre aussi sa part de responsabilité-là. C'est quoi la place, le rôle des ONG ou de l'aide internationale dans des projets comme celui-là? Parce que on parle d'écouter la voix des gens, dans le fond, qui vivent directement cette situation-là. Fait qu'on part vraiment de la réalité et des besoins de ces gens-là. La part de l'État, il y a de l'aide internationale, le gouvernement qui a annoncé récemment aussi l'aide publique au développement du Canada, les montants des sous, mais c'est quoi, dans le fond, le rôle des ONG, puis c'est quoi ce à quoi il faut faire attention en solidarité, en coopération internationale? Oui, mais en fait, bon, c'est ça. Moi, je ne suis pas une experte au niveau de l'aide humanitaire ou quoi que ce soit, donc, mais quand même, je pense qu'il y a des éléments importants à mentionner. D'abord, hein, le concept d'aide, il faut faire attention. Je pense que faut sortir de cette idée-là d'aider. Donc, de parler peut-être plus d'accompagnement puis de support, mais de dire qu'on va d'aide internationale. On est encore là dans cette position des Suds qui sont vulnérables, qu'on va aider. Donc, ça participe beaucoup aussi à enlever leur agentivité, donc à enlever le fait que les communautés ont des voix, puis aussi, puis ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné bien tantôt, mais le fait que dans les Suds, c'est super hétérogène, il y a des gens extrêmement riches dans les Suds, là, il y a des gens plus. C'est faux de penser qu'il y a un sud homogène très pauvre et un nord. C'est pas du tout ça. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Mais donc, peut-être la question justement de l'aide, de parler plus d'accompagnement. Au niveau de peut-être de l'Inde, si je peux ramener à mes recherches à moi. Le rôle des ONG, dans le contexte indien, hein, l'État est présent. Bon, il y a des endroits que l'État est moins présent, mais c'est un peu plus clair que, par exemple, dans le cas du Niger. Et donc, le rôle des ONG dans ce contexte-là devient très central au niveau de comment elles accompagnent les communautés locales dans la connaissance de leurs droits, par exemple, ou dans les outils qui peuvent être déployés au niveau local pour justement faire des revendications. Donc, moi, par exemple, je travaille beaucoup au niveau des communautés qui luttent contre les projets d'extraction des ressources naturelles, et le rôle des ONG devient central dans ces enjeux-là. ONG ou les activistes ou des avocats, avocates au niveau local là, qui travaillent en collaboration avec les ONG. Mais donc, il y a un travail comme un peu d'éducation, si on veut, sans vouloir dire, sans
encore une fois, mettre une hiérarchie, là, c'est pas ça, mais c'est plutôt au niveau des fois, d'une connaissance du cadre juridique ou du cadre légal. Donc, ça, c'est peut-être, des fois, c'est juste de comme transférer les outils, donc d'accompagner, donc vraiment au niveau de ces connaissances-là. Donc, ça, c'est dans le contexte indien, on voit beaucoup, donc le rôle des ONG. Au niveau du Niger, je pense que c'est comme encore une fois, je connais moins le Niger en soi, mais clairement, puis on voit dans le documentaire, il y a une absence de l'État. L'État n'est pas présent au Niger, là. Donc, on le voit là, bien dans le documentaire quand même. Donc, comment que des ONG peuvent finalement accompagner les communautés justement à répondre à leurs besoins. Puis, tu sais, ça, c'est un enjeu que justement, j'ai, François Audet, qui est le directeur de l'Observatoire où que je travaille, puis que, tu sais, il y a des ouvrages, là, je les avais sortis, tu sais, qui parlent beaucoup de l'humanitaire, puis, tu sais, des enjeux concrets sur le terrain, mais c'est vraiment l'importance d'écouter les voix et les besoins des communautés et comment que les ONG peuvent les accompagner dans ça sans créer de nouveaux besoins. Mm-hmm. Donc, les ONG ont un rôle central parce que l'État n'est pas présent. Donc, si l'ONG n'est pas là, l'État n'est pas là pour aider. Par contre, le revers de ça, c'est il y a une possibilité de créer une dépendance envers l'accompagnement humanitaire, donc, ou l'aide humanitaire, donc de créer une dépendance en disant, ben OK, c'est bon, on vous aide, on va construire ça, mais comme par exemple construire un puits, faire un forage. Mais là, après, c'est un coup qu'il est fait, il y a une dépendance qui est créée envers comment l'entretenir, par exemple, envers la ressource en soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est intéressant de parler d'accompagnement. Donc, les ONG sont centrales, mais il faut tout le temps que ça soit à l'écoute des besoins des communautés, de ne pas créer des nouveaux besoins, donc de tout le temps être dans une logique d'accompagnement et de ne pas créer de nouveaux besoins pour ne pas créer une dépendance qui est trop importante. Donc, c'est un rapport qui est très difficile. Puis justement, dans le recueil que je parle, je trouvais ça intéressant de les mentionner. C'est justement des témoignages d'humanitaires qui parlent de cette difficulté-là constante à en dire, ben on veut aider, mais en même temps, on veut accompagner, mais il faut qu'on mette une limite dans notre accompagnement pour telle raison. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des aspects, c'est que justement, au niveau de la solidarité internationale, les ONG sont centrales. Puis, je pense que c'est beau de voir des personnes d'ici, par exemple, qui veulent aller dans l'humanitaire, c'est tout un domaine. Là, puis le CSI, je veux dire, c'est beaucoup, c'est exactement ça, des projets et tout ça. Mais de parler d'accompagnement, justement, je pense que c'est là que les ONG sont super pertinentes. Mm-hmm. Donc, si je peux faire du pouce là-dessus, le Carrefour de solidarité internationale, dans nos projets de solidarité, de partenariat, pas d'aller faire pour les partenaires qu'on a, mais de peut-être accompagner justement, mais de laisser toujours le par et pour les communautés locales, puis peut-être juste de partager en fait des connaissances, puis autant qu'eux, ils ont à nous apprendre parfois sur plusieurs choses, des aspects, parce qu'on vit de manière complètement différente selon notre climat, notre culture, donc de toujours garder du par et pour comme ONG, quand on se présente dans une situation. Ça revient exactement à comme mon point du début sur la question du développement puis du progrès, c'est comme souvent, puis c'est l'enjeu de l'aide humanitaire en général depuis longtemps. Encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est assez clair que quand on lit ça justement à la question du développement durable, ça vient souvent dans une idée qu'on impose finalement une certaine conception du développement. Puis, ça, en tant qu'ONG, puis je pense que c'est peut-être ça aussi des fois, il y a une bonne volonté de plusieurs ONG d'aller sur le terrain, mais quand il n'y a pas une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance de ce qui se passe, de la question des risques, moi, je travaille beaucoup sur les enjeux de risque et sécurité aussi, mais de comprendre vraiment les dynamiques locales, bien là, il y a un risque aussi d'imposer finalement une vision du développement qui est très occidentale, basée sur le progrès. Puis justement, la question, bon là, par exemple, la construction justement d'un puits ou d'un forage, mais finalement, c'est une sorte de développement technologique qui
peut certainement aider les communautés puis, dans leur vie quotidienne. Mais il faut faire attention pour pas que ça crée justement une dépendance à cette technologie-là, puis de faire en sorte que dans comme 2 ans, ben, il n'y a pas eu d'entretien, puis finalement, on a comme créé ça, puis bon, c'est là, puis il y a rien d'autre. Ça a changé un peu les rapports de pouvoir, le cours, ça l'a changé. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Je pense qu'il faut que les ONG fassent attention c'est ça, à bien ne pas imposer finalement une vision du développement, donc vraiment d'être dans l'accompagnement. Donc là, je répète ce que je mentionnais au début, là, mais c'est pour ça que la question du développement, du progrès, faire attention tout le temps, constamment, dans le fond, dans ce support-là, dans cet accompagnement-là, d'écouter les réalités. Donc, ça revient tout le temps à ça, mais c'est un travail quotidien. Là, donc, Mm-hmm. Mais cette discussion-là a été très, très, très pertinente dans le sens où peut-être dans la vision aussi, dans ce qu'on se fait marteler, comme ici dans l'américain, dans les films qu'on peut voir, dans les nouvelles, beaucoup dans la vision, on se fait inculquer dès notre jeune âge une certaine vision. Donc, la discussion, ça a été super pertinent pour en fait décentraliser, d'échanger un peu d'idéologie en lien avec la situation mondiale en partant d'une situation climatique. Donc, merci beaucoup. On reçoit là, des messages de remerciement. En fait, on te remercie, Catherine, pour cet échange. On me nomme à l'oreille pour ta participation. Merci infiniment de toutes de partager avec nous ton savoir, de nous accompagner dans notre développement de citoyens en lien avec cette situation-là dans le monde. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'était super, super intéressant l'échange. Puis je suis contente si ça a pu éclairer, aider des gens. Justement, l'idée, c'est justement d'avoir une certaine lentille ou des outils peut-être pour quand on écoute des documentaires, quand on voit d'autres réalités, de juste avoir plusieurs perspectives ou c'est ça, des outils avant de l'écouter ou pour comprendre d'autres réalités. Changer ses lunettes un petit peu aussi. Oui, exact. Super. Je tiens à souligner aussi, là, avant de terminer là, cet échange, que l'activité a été réalisée dans le cadre des activités d'engagement du public de programme de coopération volontaire du CECI et qui bénéficie, entre autres, là, du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'affaires mondiales Canada. Donc, merci beaucoup. Puis merci Catherine vraiment d'avoir pris autant de temps avec nous là, dans toute l'adaptation que ça a dû demander là, pour la réalisation de cet échange. Ça a été super pertinent. Donc, on t'en remercie grandement. Puis, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle fin de semaine. Puis, au plaisir de vous revoir dans une autre activité.